Bonjour les 3e A. Alors pour ce dernier cours avant les vacances, on va avoir pas mal de choses à faire puisqu'on va terminer la séquence sur la poésie engagée et donc 2 poèmes à voir ensemble. Alors je vais passer plus de temps sur le premier que sur le deuxième. Vous le trouverez dans votre manuel à la page 196. C'est un poème de Paul Éluard qui est dans le recueil qu'on avait déjà évoqué, Au rendez-vous allemand, et c'est un poème qui s'appelle Gabriel Péri en hommage à un résistant qui a été fusillé pendant la Seconde Guerre mondiale. On en avait parlé rapidement, je vous disais justement que c'était un nom qu'on connaissait souvent, mais sans forcément savoir à qui il appartenait. Donc voilà, c'est chose faite. Je vous laisserai, si vous êtes un petit peu curieux, aller chercher davantage de renseignements. Moi, je vais m'en tenir là pour le moment. On va écouter tout de suite le poème. Paul Éluard, Gabriel Péri, Au rendez-vous allemand. Transmettre l'héritage d'un résistant. Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui n'avait d'autre route que celle où l'on hait les fusils. Un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli. Car tout ce qu'il voulait, nous le voulions aussi. Nous le voulons aujourd'hui, que le bonheur soit la lumière, au fond des yeux, au fond du cœur, et la justice sur la terre. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice, et le mot liberté. Le mot enfant et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs et certains noms de fruits. Le mot courage et le mot découvrir, et le mot frère et le mot camarade, et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis. Ajoutons-y Péri. Péri est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le, sa poitrine est trouée, mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux. Tutoyons-nous, son espoir est vivant. Voilà, donc là vous avez eu la lecture du poème. Et on va reprendre une explication un peu globale et puis après strophe par strophe, et je vous donnerai le cours au fur et à mesure. Donc déjà dans la forme de ce poème, vous remarquez qu'il y a 3 strophes, qu'on n'a pas forcément des vers réguliers. Et la première strophe reprend justement plusieurs figures de style que vous connaissez, à commencer bien évidemment par l'anaphore, qui structure cette première strophe avec un homme est mort, et qu'on retrouve les vers, on voit bien, qui vont 2 par 2, et c'est cette anaphore qui structure la première strophe. On va retrouver une thématique très semblable à celle qu'on avait dans le poème Ce cœur qui haïssait la guerre, puisque vous avez ici la même opposition entre les armes et un homme pacifique. C'était le cas de Gabriel Péri, puisque lui, il était résistant, mais il était journaliste et député communiste, donc politique. Et justement, ici, Éluard met en avant le fait que c'est un homme qui n'a pas pris les armes au sens propre du terme, et c'est repris à plusieurs, c'est donné à plusieurs reprises dans cette première strophe. Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Au passage, on repère une antithèse. Un homme est mort, ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui n'avait d'autre route que celle où l'on hait les fusils. On retrouve vraiment ici des formulations assez semblables à celles de Desnos. Et un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli. Donc, je vais aller relativement vite pour que le cours soit pas trop long. Vous notez tout de suite donc le titre de cette 6e séance, Écrire pour résister toujours, étude du poème de Paul Éluard, Gabriel Péri, page 196. Donc c'est avant tout un hommage. Et on va voir justement dans la structure complète du poème qu'il rend hommage à Gabriel Péri, et pourtant son nom n'apparaît qu'à la fin du poème. Donc ça, on le reprendra en y arrivant. Dans la première strophe, l'anaphore, un homme est mort, structure le texte et les subordonnées relatives précisent qui il était. Éluard insiste sur la perte de cet homme. La deuxième strophe, qu'on va reprendre juste après, apporte une explication avec le car. Cette conjonction de coordination amène la cause, les raisons de sa mort, et on va voir justement qu'on est là aussi dans l'antithèse. Donc vous mettez pause, vous copiez ce premier paragraphe,
Et on reprend le texte tout de suite après. Donc, je le disais, le début de cette deuxième strophe, au vers 7, « Car tout ce qu'il voulait, nous le voulions aussi, nous le voulons aujourd'hui, que le bonheur soit la lumière au fond des yeux, au fond du cœur, et la justice sur la terre. » Alors, je vais m'attacher surtout aux 3 premiers vers de cette deuxième strophe, les vers 7, 8, 9, puisqu'il y a une progression très intéressante, tout ce qu'il voulait, donc on parle toujours de Gabriel Péri, sauf que pour le moment il n'a pas encore été nommé, c'est cet homme qui est mort, ce qu'il voulait, donc forcément un verbal imparfait, puisqu'il est mort, nous le voulions aussi. Donc là, on passe de la 3e personne du singulier à la 1re personne du pluriel pour montrer que Gabriel Péri est à englober dans un collectif. Et ce collectif, donc, et Paul Éluard en fait partie, et c'est toute la résistance, bien évidemment. Nous le voulions aussi, donc on garde le même verbe, le même temps, à l'imparfait. Et c'est repris par le vers suivant, nous le voulons aujourd'hui, où cette fois on est au présent, avec l'indicateur temporel qui le confirme, pour montrer justement que ce combat de Gabriel Péri est toujours d'actualité. On commence à voir justement que l'objectif de Paul Éluard, c'est de faire en sorte que Gabriel Péri ne soit pas mort pour rien. C'est-à-dire justement, on va le retrouver ici, il continue la lutte contre la mort, contre l'oubli, c'est-à-dire que cette mort ne passe pas inaperçue et que ce pourquoi il se battait, ce qu'il défendait, soit toujours défendu par la résistance. On va noter ça tout de suite. Donc, progression des vers 7, 8, 9, le « il » devient « nous », pour englober Gabriel Péri, les résistants, l'auteur bien sûr, et le lecteur, puisque l'intérêt c'est justement d'impliquer le lecteur dans cette lutte. On avait l'imparfait en premier qui devient du présent pour justement montrer que ce combat est toujours d'actualité, que nous pouvons nous battre pour la liberté, à la différence de Gabriel Péri qui lui est mort, mais justement pour faire en sorte qu'il ne soit pas mort pour rien. Donc je vous laisse mettre pause pour noter ça. Et on reprend ensemble le texte. Il y a des mots qui font vivre, ce sont des mots innocents. Et là, on va avoir toute une énumération de mots, justement, de noms communs, qui ont en commun du positif, c'est-à-dire que ce sont des mots qui vont porter une charge positive, qui vont amener quelque chose de mélioratif, et c'est ce qu'il dit, justement, des mots qui font vivre, et ce sont justement tous ces mots, innocent, chaleur, confiance, amour, justice, liberté, etc. Pour justement que Éluard dresse une liste de mots qui inspirent confiance et qui vont justement valoriser la lutte, le combat, et c'est justement pour retrouver toutes ces choses-là que la résistance prend tout son sens. Vous avez des mots qui semblent peut-être plus importants que d'autres, mais vous avez courage, vous avez le mot camarade, etc. Et certains noms de pays, de villages, certains noms de femmes et d'amis, ajoutons-y Péri. Et c'est seulement ici, au vers 23, qu'on va avoir le nom de Gabriel Péri qui apparaît. Alors, avec ici en plus une petite parenthèse, je ne pense pas que la figure de style soit travaillée volontairement, mais évidemment, Péri, c'est le nom de ce journaliste, mais c'est aussi le participe passé du verbe périr, qui veut dire mourir. Donc on a comme une sorte de redondance avec justement le fait que ce soit Péri qui soit mort. On appelle ça d'ailleurs un pléonasme, cette figure de style, justement, où on va dire 2 fois la même chose, sauf que ici c'est pas voulu, c'est pas fait pour, il n'y a pas d'effet à chercher là derrière. Péri est mort pour ce qui nous fait vivre. Là en revanche, on a évidemment une antithèse hyper importante. C'est-à-dire que cet homme-là
il a payé son combat de sa vie, il s'est sacrifié justement pour que nous, on puisse profiter de toutes ces choses dont on nous a privés, la liberté en premier, mais pas seulement. Hein. Tout ce qui fait l'humanité, tout ce qui fait que la vie est agréable et positive. Tutoyons-le, sa poitrine est trouée, mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux, tutoyons-nous, son espoir est vivant. On a ici un petit peu le même genre de progression que celle qu'on a vue dans la deuxième strophe, où justement on va passer de la troisième personne du singulier à la première personne du pluriel pour montrer que lui ne peut plus mener le combat, mais que c'est toute la résistance qui continue derrière lui, qui va porter justement ses valeurs, celles pour lesquelles il est mort. Alors je vais assez vite, parce que je pense que le poème n'est pas particulièrement difficile à comprendre, que vous avez saisi l'essentiel. Les figures de style, même chose, ils ne sont pas très compliqués. Donc on va noter ça tout de suite. Donc la troisième strophe dresse une liste de mots qui font vivre. C'est donc une énumération. Toutes les valeurs, les choses, les mots pour lesquels Gabriel Péri s'est battu et est mort. À partir du vers 23, Éluard prouve l'utilité de la mort de Péri. Sa mort fait vivre les mots, l'espoir et rapproche les hommes. Donc prenez le temps de noter ça. Et on va avoir justement... alors je ne l'ai pas noté, donc je vais peut-être vous le redire ici. On peut appeler ça un poème à chute, hein, puisque justement on va attendre la fin. Alors pas tout à fait, mais presque. On va attendre la fin pour savoir de qui nous parle exactement. Donc c'est un peu un suspense. Alors c'est voulu de la part d'Éluard évidemment, hein, mais parce que ça montre justement que il nous parle de Gabriel Péri, mais qu'en fait, à travers lui, c'est tous les résistants qui ont donné leur vie. Hein, un homme est mort, c'est celui-là, mais c'est aussi plein d'autres. Donc pour terminer sur ce texte-là, hein, l'antithèse qui encadre le poème, on a début du premier vers, un homme est mort, et la fin, le dernier vers qui se termine par son espoir est vivant. Si on pourrait les recoller, ça ferait un vers entier. Hein. Et vraiment, là aussi, c'est voulu hein, de commencer par cette partie de l'antithèse qui est négative pour terminer sur de l'espoir, sur la vie, sur la liberté. Cette antithèse, elle montre que la mort de Péri a servi la lutte pour la liberté, qu'elle n'a pas été vaine, car elle fait vivre l'espoir. Il manque un petit quelque chose, voilà. Donc vous avez bien le P en entier. Et là, vous avez une explication, alors assez rapide, mais quand même complète, de ce texte-là. Donc je vous laisse le temps de noter tout ça. Et on va prendre ensemble le texte, le dernier texte. Donc mettez déjà le titre, hein, le poème Liberté, aussi de Paul Éluard. Et c'est un texte que beaucoup connaissent, donc mettez pause et notez le titre. Et puis le texte que je vous ai mis en pièce jointe dans le cahier de texte, que vous retrouvez aussi sur le Padlet, hein, que je vais récupérer tout de suite. Voilà. C'est un poème que beaucoup ont appris en primaire, ou en tout cas une partie, mais qu'on voit rarement en entier. Et ce poème, il a été parachuté pendant la Seconde Guerre mondiale, justement pour redonner espoir à toute la population de la résistance, notamment, pour que tout le monde sache qu'il y avait encore de l'espoir, que les gens se battaient pour quelque chose d'essentiel. Alors je vais faire la lecture, vous suivez en même temps. Hein. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac, lune vivante, j'écris ton nom.
Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes raisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attendries, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Alors, là, on parlait de poème à chute, celui-là, pour le coup, c'en est vraiment un. C'est-à-dire que on doit attendre la toute fin, le dernier mot du poème, pour comprendre en fait de quoi il parle. Alors évidemment, le suspense est maintenu exprès, puisque depuis le début, on pourrait croire qu'il s'adresse à une femme, la femme aimée. C'est justement un peu des habitudes d'écoliers ou d'adolescents, hein, d'écrire le nom de la personne qu'on aime un peu partout, notamment sur les cahiers, les pupitres, etc. Cette première strophe, elle place vraiment le contexte. Et bien évidemment, après, on va avoir, alors vous avez repéré l'anaphore, hein, qui structure tout le poème, où on va avoir une très très longue énumération de tous les supports possibles et imaginables sur lesquels il va écrire ce nom. Ce nom, justement, qu'on doit attendre vraiment la fin du poème pour connaître, et on a vraiment l'impression qu'il s'adresse à quelqu'un, justement parce qu'on a cette interjection directe avec la deuxième personne du singulier, parce qu'il s'adresse à la liberté directement. Et les supports sur lesquels il écrit sont variés, hein. Vous avez vu, il y a plein de figures de style, beaucoup de métaphores, puisque il va y avoir des supports réels, hein, sur lesquels c'est tout à fait possible, mais aussi plein de supports imaginaires, des choses impalpables, hein, sur lesquelles il va pourtant écrire le nom liberté, justement parce que ce sont toutes les choses dont on est privé. Et justement, on va prendre la mesure de ce qui est important quand on en est privé. Et là encore, hein, c'est justement pendant cette période de résistance dans la Seconde Guerre mondiale, et c'est la liberté pour laquelle tout le monde se bat. La dernière strophe est différente, on n'a pas la même structure, justement parce qu'elle amène la chute du poème, hein, par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer. Hein, c'est-à-dire là, on a vraiment le rôle du poète, de porte-parole. Hein, c'est comme un petit peu une caisse de résistance, hein, c'est-à-dire c'est là qu'on va avoir c'est lui qui va faire résonner ce nom-là, liberté. C'est son rôle au poète. Donc, on va noter tout ceci. Ce dont je vous parlais, un poème parachuté à des milliers d'exemplaires sur le territoire français en 1943, qui va soulever un enthousiasme général et redonner espoir à tout le monde. Donc, 21 strophes de 4 vers, donc c'est des quatrains, j'ai pas précisé en le lisant, hein, 7 pieds à chaque fois. Pour les 3 premiers vers, le dernier vers est toujours repris, c'est toujours le même, j'écris ton nom. Il fait que 4 pieds. C'est comme un refrain, hein, vous l'avez bien entendu, c'est un refrain sur l'ensemble du poème, et on va retrouver la figure de style dont on a déjà parlé, l'épiphore, c'est-à-dire c'est l'inverse de l'anaphore, hein, puisque là c'est à la fin de chaque strophe. Donc évidemment, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, et vous n'avez pas eu le temps de le faire, vous mettez pause, vous copiez tout ça.
Et on termine l'explication. Toutes les strophes énumèrent, donc figure de style, hein, énumération, les multiples supports, autant de choses concrètes qu'abstraites, hein, ce que je vous disais, dans une anaphore, mais il faut attendre le dernier vers pour apprendre ce qui est écrit, c'est le mot liberté. Donc c'est un poème à chute. Le mot est isolé du reste du poème, comme surnuméraire, comme s'il était en trop. Il est mis en valeur à la fois par la mise en page et le retardement. Hein, et c'est ce que je vous disais, il y a une confusion possible entre une femme aimée et la liberté. C'est en fait le vrai destinataire du poème. Là aussi, vous notez tout ça et on note une petite conclusion là-dessus. La dernière strophe exprime le pouvoir des mots, la destinée du poète qui se sent né pour la liberté et qui appelle par ce poème à se battre pour elle, à la défendre. C'est son rôle, hein, là, dans la résistance, c'est d'exhorter tout le monde à se battre, de redonner confiance, de redonner espoir. Et c'est ce qu'il dit, hein, il est né pour nommer cette liberté, c'est-à-dire que s'il y a une voix qui doit faire résonner tout ça, c'est bien la sienne. Donc voilà, on a vu déjà pas mal de choses, alors de façon un petit peu particulière, hein, avec ces cours à distance. J'espère que les choses étaient les plus claires possibles. Sinon, on reprendra certaines explications, hein, quand on se retrouvera, ne vous inquiétez pas. Maintenant, c'est le moment des vacances, donc je vous exhorte vraiment à en profiter, à déconnecter le plus possible. Je vais mettre en pièce jointe du cours, parce qu'il y en a qui me l'ont demandé, je vais mettre un devoir type brevet, comme une évaluation finale sur la poésie engagée. Mais c'est vraiment pour ceux qui s'ennuient ou pour ceux qui veulent vérifier où ils en sont, si ils ont bien tout compris, si les connaissances sont là. Mais vraiment, j'insiste, aucune obligation de le faire. Donc si vous êtes motivé, vous pouvez me le rendre, mais c'est absolument pas un devoir pour lequel j'attends une remise systématique. Bien au contraire. Hein, en premier, les devoirs de vacances, c'est d'en profiter, de déconnecter. Je vous souhaite de très bonnes vacances et on se retrouvera à la rentrée. Donc d'abord encore à distance et puis on espère le plus vite possible se revoir. Bonne fin de journée!